Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle version sonore de votre journal des activités sociales de l'énergie. Ce rendez-vous mensuel vous est présenté à deux voix par Emmanuel Colognier et Eugénie Barbeza. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie. Alors Emmanuel, commençons par une devinette. Si je vous donne la date du 13 février, ça vous évoque quoi ? La Saint-Valentin ? Ah, je reconnais là le grand romantique que vous êtes. Mais non, la fête des amoureux, c'est le 14. Le 13, c'est la journée internationale de la radio, un événement organisé par l'UNESCO. Effectivement, la radio est un moyen simple et efficace d'informer et d'alerter en cas d'urgence. Mais c'est aussi dans beaucoup de pays un moyen d'expression, d'éducation à la citoyenneté et d'aide au développement. Il en sera d'ailleurs question dans ce journal, dont voici le sommaire. Absolument. Eh bien Emmanuel, nous parlerons de carnaval, de la situation de nos collègues pensionnés, de Marseille, capitale de la culture 2013 et de vacances solidaires. Nous irons à la rencontre de Philippe Dréano, un agent passionné par son travail au centre de conservation des archives historiques d'EDF à Blois. On se demandera aussi si les ados ne sont pas un peu trop accros aux textos et au téléphone portable. Sans oublier bien sûr quelques informations pratiques. Ouvrons cette édition avec une page blanche. Une page blanche, Eugénie ? Blanche comme neige. Cela ne vous a pas échappé, c'est la saison des sports d'hiver. Et pourquoi ne pas jouer la carte de l'originalité en faisant du ski mais tiré par des chiens ou des chevaux ? Non, je ne suis pas en plein délire. Cette épreuve inédite de relais chiens-chevaux était au programme du Raid Blanc, la toute première rencontre sportive nationale CCAS de cette année. Un week-end festif organisé par la CMCAS Dauphiné Pays de Rhône du 17 au 20 janvier dernier à Corançon-en-Vercors et qui a réuni quand même une bonne centaine de bénéficiaires venus de toute la France. Et pour ceux qui ne sont pas fans de sport d'hiver, une autre façon de se détendre en ce mois de février, c'est de participer ou même de regarder simplement les défilés de carnaval. Oui, traditionnellement le carnaval est le lieu de la transgression et du renversement des valeurs. Il agit comme un régulateur social qui permet de relâcher la pression afin d'éviter que la cocotte n'explose. Et on en a parfois bien besoin. Oui, mais en métropole, il ne reste guère que le carnaval de Dunkerque qui dénote par sa grivoiserie et auquel le maire participe volontiers. D'ailleurs, Christian Denoyel, alias Balou, un agent des IEG à la retraite, ne raterait pour rien au monde cette grande fête populaire. Le carnaval de Dunkerque balaye les codes et chamboule les habitudes. D'ailleurs, pour Éric Glazik, qui est un collègue de la centrale de Gravelines. Oui, il nous dit « Pendant le carnaval, tu te déguises, tu ne reconnais personne, riche, pauvre, banquier, policier, ouvrier, commerçant, paysan, tout le monde se parle, se côtoie, boit, danse et chante ensemble. » Ce que vous me dites, c'est un peu comme dans les manifs. Exactement. Des Anonymous aux indignés, des altermondialistes aux militants écologistes, on retrouve dans les mouvements de protestation populaire de nombreux usages transgressifs, festifs et satiriques hérités du carnaval. Donc, même code, mêmes outils, seul le but diffère. Oui, c'est ça. On se moque, on ridiculise, on secoue un pouvoir considéré comme totalitaire, liberticide, corrompu ou déconnecté. Sauf qu'ici, chacun est là pour défendre ses intérêts et pour établir un bras de fer. Restons dans une ambiance de fête, mais sans contestation cette fois-ci. Cap au sud. Eh bien oui, vous savez que depuis le 12 janvier, Marseille est capitale européenne de la culture. Durant toute l'année, la région va vibrer au rythme des festivités, comme l'a constaté sur place Stéphane Wab, agent ERDF, au micro de notre reporter Anne-Aurélie Morel. Ça fait plaisir, c'est une chance, je trouve. C'est une très bonne chose que Marseille puisse faire ce type d'événement. Donc c'est plutôt plaisant. Marseille, c'est, je pense, une ville qui est parfaite pour pouvoir représenter ce type de valeurs. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Emmanuel, je vous propose maintenant de faire la connaissance de Philippe Dréano. Avec plaisir, mais qui est Philippe Dréano ? Eh bien, depuis 2001, il veille sur les 12 km de rayonnage du centre de conservation des archives historiques d'EDF à Blois. Sa fonction, accueillir et orienter les quelques dizaines d'étudiants, historiens, journalistes et autres chercheurs qui viennent chaque année consulter les documents, dont certains ont d'ailleurs une valeur sociologique inestimable, comme les dossiers du personnel du début du 19e siècle. Dites donc Eugénie, ça date un peu tout de même. C'est vrai. D'ailleurs, comme le précise l'archiviste Philippe Dréano, dans chaque dossier figure une photo à l'embauche et une autre à la retraite. Ceux qui chargeaient le charbon, par exemple, étaient des vieillards quand ils partaient à 50 ans.
Eugénie, vous m'avez convaincu. J'adorerais consulter ces documents. On espère qu'une expo va être organisée, on le souhaite, on l'appelle de nos vœux. Et puisqu'on évoquait à l'instant la retraite, signalons l'éditorial de Jean-Claude Moreau, Le président du comité de coordination des CMCAS, lui-même, qui dénonce dans le journal la décision du gouvernement de mensualiser les pensions à compter du 1er avril. Pour Jean-Claude Moreau, cela montre que le pouvoir exécutif est resté sourd à la mobilisation des retraités et qu'une fois encore, le gouvernement fait peser les efforts uniquement sur les pensionnés. d'autres choix étaient possibles, précise Jean-Claude Moreau, pour peu que les entreprises de l'énergie daignent rogner sur les dividendes versés à leurs actionnaires. Et Jean-Claude Moreau appelle à la mobilisation pour préserver les droits des retraités. Maintenant, Emmanuel, je vais vous poser une question indiscrète. Allons-y. Combien de textos envoyez-vous par jour ? Je ne sais pas, 2 ou 3, disons 5 au maximum. Eh bien, sachez qu'en moyenne, un adolescent en envoie 83 par jour. 83. Oui, tout à fait, ça fait quand même 2500 par mois. Heureusement que les forfaits illimités sont de plus en plus répandus, sinon gare à la facture pour les parents. Et les parents, justement, qu'en pensent-ils ? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils s'accommodent plutôt bien de leurs ados accros aux textos. Tout simplement parce que ce sont eux qui ont offert le téléphone à leurs enfants et que le fait de pouvoir communiquer avec eux à tout moment les rassure. Ah, je vois, une sorte de cordon ombilical virtuel en quelque sorte. C'est un peu ça. D'ailleurs, quand les jeunes partent en colonie de vacances dans les centres de la CCAS, sans pour autant l'interdire, l'usage du portable est restreint de façon à faciliter l'intégration dans le groupe et les activités en commun. De là à dire qu'une fois rentrés chez eux, les ados sont totalement désintoxiqués. En effet, rien n'est moins sûr. Et la question fera certainement l'objet de discussion lors des prochains débats sur le projet éducatif des électriciens et gaziers. Remarquez, pour qu'ils débranchent, il y a une solution efficace. Ah bon ? Et à quoi pensez-vous ? Les envoyer en vacances dans un pays où il n'y a pas d'électricité. Certes, c'est un peu radical quand même. Je plaisante, mais pas tant que ça, puisque comme le rappelle Hervé Gouillet, agent EDF et président de l'association Électriciens sans frontières, dans le monde, 1,5 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité. C'est d'ailleurs pourquoi cette association a été créée. Aujourd'hui, 1 millier d'agents bénévoles participent à des projets dans les villages, les écoles ou les hôpitaux dans les pays en voie de développement, toujours en lien avec les habitants locaux. L'enjeu est l'accès à une source d'énergie propre et moins cher. Ainsi, l'installation d'une mini-centrale hydraulique dans un village au Laos a permis aux villageois d'avoir de la lumière tout en réalisant de substantielles économies. En plus de l'aide au développement, je crois savoir que Électriciens sans frontières participe aussi à des actions d'urgence aux côtés d'ONG. Oui, et d'ailleurs, les villages dans lesquels l'association est intervenue deviennent des lieux de référence pour les voyages solidaires qui sont proposés aux bénéficiaires. Oui, et d'ailleurs, comme le constate le rapport de la commission Activité internationale, animée par Michael Fieschi, Qui est le président de la CCAS. il nous dit que des projets de coopération portés par les agents IEG débouchent souvent sur des voyages solidaires. Et ces voyages permettent de rencontrer les populations locales dans leur vie quotidienne et d'échanger sur leurs attentes. Mais la première solidarité, ça reste le témoignage. Les voyageurs portent la parole des peuples rencontrés et à leur retour, ils racontent ce qu'ils ont vécu, soit dans leur CMCAS, soit à leurs collègues ou dans leur famille. Un vrai partage. Passons maintenant à quelques brèves. Et tout d'abord, du cinéma. Le festival Vision Sociale qui aura lieu du 18 au 26 mai à Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes. Pour vivre le séjour Passion 7e art, il vous faut vous inscrire avant le 15 avril. Et c'est vous qui allez nous dire comment, Emmanuel ? Eh bien, c'est extrêmement simple. Vous vous rendez sur le site www.ccas.fr et vous vous connectez à votre espace bénéficiaire, appelé aussi espace active, et vous déposez votre demande d'inscription. S'agissant du festival Vision Sociale, tous les renseignements sont disponibles sur le site www.ccasvision-sociale.org ou auprès de votre SLV ou de votre CMCAS. Et voici une dernière info pratique qui concerne cette fois les personnes à mobilité réduite. Absolument, Eugénie. Des logements spécialement équipés leur sont dédiés dans les centres de vacances identifiés par un pictogramme dans le catalogue vacances et sur ccas.fr. Sur ce sujet, comme pour l'ensemble des questions relatives aux activités sociales, vous pouvez aussi vous rapprocher des SLV ou de votre CMCAS. Elles se chargeront des démarches. Cette édition vous a été proposée par la direction de la communication de la CCAS. Elle a été réalisée avec le concours d'Henri-Charles Zénou. Daniel François en a assuré la prise de son et Denis Guillaume le montage. Pour ce numéro, la rédaction comprenait Emmanuel Colonnier, Stéphane Gravier et Eugénie Barbeza. On se retrouve le mois prochain
pour un nouveau numéro de votre journal sonore. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel.